Bonjour, c'est Maman, citoyen de la République très démocratique du Gondwana, président du Parlement du Rire. Je suis aujourd'hui à Lubumbashi dans l'émission La Team JMJ. C'est tous les samedis. Première diffusion midi. Après, vous pouvez voir, il y a des podcasts. S'il n'y a pas de podcast, il faut qu'ils créent des podcasts. Il est un féru des karatés, il ambitionne auréoler cette discipline ici dans le Haut-Katanga. Paul Ojembayo, un personnage du karaté haut-katangais souvent incompris, sera ici dans la team JMJ pour éclairer l'opinion sur ses réelles ambitions avec la Ligue des karatés du Haut-Katanga. Tout est désormais clair comme de l'eau de roche après une phase classique pleine de surprises et de révélations. Chacun connaît d'ores et déjà son sort pour la suite de la 30e édition de la Ligue nationale de football. Et nous, aujourd'hui, on en fera les bilans. Le sort du Real Madrid ne se décide souvent pas sur un seul match. Et oui, quand on s'appelle le Real Madrid, on a toujours le droit d'y croire. L'une des illustrations parfaites était la remontée du Real Madrid en 2016 face à l'équipe allemande de Wolfsburg. Et bien, au cours de cet épisode, on va vous refaire le film de cette rencontre. Le casting est donc complet. La team JMJ, c'est parti comme d'hab. On se la joue autrement. Évidemment, on va encore se la jouer autrement, déjà avec ces nouveaux décors de la team JMJ pour la continuation de cette première saison. Nous sommes déjà au 14e épisode, c'est ça, Jean? Effectivement. Et c'est toi l'honneur, c'est la semaine. Un 14e numéro, ouais. Incroyable, de toute surprise. Je parlais de surprise dans l'intro de l'émission. Je pense que à chaque numéro que l'on produit, on a quand même une petite dose des surprises. Évidemment. Et ça, c'est bien qu'on a un retour positif. Je pense que c'est ma semaine. Je passais une bonne semaine parce que déjà c'était ça la question. J'ai rebondi dessus tout de suite. Évidemment. Comme sur un une semaine. catch. Effectivement. Donc c'était une bonne semaine. Une semaine entre deux villes, Lubumbashi et Kolwezi. C'est vrai que c'était pour une première fois que j'aille siéger un petit temps à Kolwezi. J'ai rencontré quand même 2 ou 3 personnes qui nous suivent dès là, ça c'est important. Et c'est plus important que ça de recevoir cette chaleur d'une nouvelle ville, d'une ville qui naît. Et ça c'est hyper important. Donc ils vont suivre. Et donc ils vont suivre donc ce qu'a été la semaine des gens de Choi, surtout à cheval entre Lubumbashi et Kolwezi. Joël Baniwa, pour une première fois, Jean était détaché de la vie de Lubumbashi et peut-être détaché aussi des HK6, c'est son concon. Toujours. Effectivement. Prendre un peu d'air, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. C'est vrai, moi j'aurais souhaité qu'il aille à Dubaï, mais bon. C'est un début, c'est un début. Attention, à Dubaï, il y a des choses risquées là-bas. Non, mais écoutez, oui, mais lui, s'il va là-bas, le fameux portable. Bon. Après. Non, on va suivre d'abord. On va suivre d'abord ce qu'a été la semaine des gens de Choi dans cette vidéo. Bref, là c'est mon départ vers Kolwezi. Je voulais boulevard. C'est un boulevard? Non, c'est Kasavubu surtout. Et là c'est des labos miroirs. Vous pouvez toujours aller faire un tour pour on ne sait jamais, pour ceux qui ne sont jamais partis là-bas. Et c'est moi dans le bus, un peu de moi. Ça fait un peu de charisme. Et là c'est Fungorome, c'est à 1 heure de Kolwezi. Pour les gens qui arrivent à Fungorome, ils se retrouvent facilement. Et je suis à Kolwezi, il se faisait tard. Mais franchement, un petit tour dans la ville. Je vais vous faire voir 2, 3 bâtiments. En mode nuit, en mode nocturne. On va le voir ici tout de suite. Avec ici, c'est des bureaux des Jeffrey Travel. Et puis les bâtiments La Vision, juste là, quelque part, pour les connaisseurs, ils savent. Et puis enfin, il y a Malabar et d'autres places stratégiques. Merci d'avoir suivi.
Voilà, c'était ça la semaine des gens de Choyi, Kolwezi, c'était, ça fait quand même beau vivre, on va dire. Faudra dire que j'ai croisé des bonnes personnes là-bas. J'ai rencontré aussi des bien bonnes choses. Faudra dire que c'est une nouvelle ville, hein, ce qui est sûr. Et c'est une ville qui est en train de croître avec des tons, avec l'exploitation minière très fréquent là-bas. Et ça fait qu'il y a des gens qui viennent un peu de partout dans le monde parce que c'est quand même la capitale, faudra préciser, du cobalt au niveau mondial. Donc, voilà, il y a des gens qui viennent un peu de tous bords pour découvrir c'est quoi Kolwezi, qu'est-ce que ça représente. Et moi, dans cette effervescence, j'y étais. C'est sûr que j'ai beaucoup aimé, mais après, je suis attaché à mes habitudes, à mon Lubumbashi. Et c'est quoi tes habitudes? À mon Lubumbashi. À Kolwezi, c'était quoi tes habitudes? Je suis vraiment curieux de savoir, c'était quoi tes habitudes? Ouais, mes C'était habitudes. combien déjà? 3 jours? Ça fait 4 jours, Voilà. presque 4 jours. Mais après, quand tu arrives sur une nouvelle ville, c'est pas pour faire les sacrés saints. Tu t'assois et voilà, tu passes tes journées. Non, pas du tout. J'ai vraiment sillonné. J'ai fait les Magellan là-bas. C'est sûr. J'ai vraiment. L'île Magellan. Ça, c'est la pépite, ça. Ça fait vraiment, ouais, mais la meilleure jusqu'à. C'est sûr que j'ai quand même un peu tourné les ronds-points Mwangeji, c'est les grands ronds-points là-bas. C'est comme la poste ici chez nous. Et c'est vraiment mouvementé là-bas. Il y a des gens qui scafouillent des taxis, il y a des gens qui prennent taxi moto. C'est vraiment la Mais plupart qu'est-ce des que tu arrivées viens qui se trouvent là-bas. par la tête? Ben, Tu n'as pas été importé par une reine ou bien une déesse il y a des très belles filles là-bas. du là-bas. Mais respect, il y a des très belles filles là-bas. Heureusement que j'en connais certaines. Et pour nous, c'était le temps de nous voir physiquement, de parler de nos histoires. Et c'est Joël, est-ce que vraiment c'est moi, c'est connaissance? Non, mais bon, on va essayer On de. accorde les bénéfices du doute. Oui, on va l'accorder ce bénéfice-là. On va essayer de creuser, de voir si Non, réellement les gars, c'était que causerie. Mais bon, je suis content pour lui. Ah, il a pris un peu du bon temps. Après, je pense que on l'a dit souvent dans l'émission, il est important de prendre du temps pour soi. Joël disait quelque chose au début de son speech. C'est vraiment important de se détacher de son milieu naturel. De mon H4-6 préféré, c'est toi qui le disais ici. De voir un peu d'autres personnes, comment ils fonctionnent, comment ils raisonnent, comment ils règlent leurs solutions. Enfin, comment ils règlent le problème, pas une solution quand même. Donc après, pour moi, c'était vraiment instructif. Donc je pense que c'est toujours important. Après, j'ai quand même eu des temps de parcourir d'autres villes du pays. Hein. J'étais à Kananga, à Mbujimai, un tout petit peu Kinshasa, mais à Kolwezi. À Kolwezi, c'est vraiment pour la première fois et c'est incroyable. Les gars, ils sont chauds là-bas. Voilà, on l'a bien constaté dans la vidéo des gens de Choyi. Lui qui était à cheval entre Lubumbashi et Kolwezi pour bien sûr sa semaine. On a été donc gratifié de ce qu'a été la vie des gens de Choyi à Kolwezi. Ici, on va poursuivre avec ce 14e numéro de la team JMJ avec la partie on refait les matchs. Et voilà, pour aujourd'hui, exceptionnellement, on ne va pas refaire les matchs, on va faire toute une saison, toute une phase classique de la Ligue nationale des football qui s'est déjà ponctuée et on connaît les qualifiés pour la phase des playoffs de cette 30e édition de la Ligue nationale des football. Déjà des surprises, Jean Choyi, notamment dans le groupe A de cette Ligue nationale des football, l'équipe de Tanganyika qui a essayé, qui a su, on va dire, sortir la tête du lot et s'est qualifié pour la phase des playoffs. Oui, c'est une surprise pour les gens qui arrivent aujourd'hui, un RDC qui suivent aujourd'hui pour la première fois à Tanganyika et quand ils connaissent que Mazembe, le Popo au Vita Club des Saint-Pé et quand tu parles des Tanganyika, la question que tu te poses, c'est quoi ça? C'est un club de football, ça existe. Ouais. Depuis fort longtemps, c'est une équipe qui s'est préparée en amont, qui a fait 2 belles saisons en 2e division, la Ligue nationale de football, qui a joué la Coupe du Congo, qui a montré des bien bonnes choses. Maintenant, la grande épreuve était de la voir en 1re division du championnat national. Et ça, c'est un pari réussi pour Kitungwa Christian, le président du club, et toute son équipe. Mais derrière, il y a quand même de choses, des antivaleurs personnellement que j'aime pas trop avec cette équipe, souvent en parler. Non, oui, mais elle en fait aussi partie. C'est des choses ils ont encouragé aussi certaines pratiques. Par exemple, prenez les matchs Malolé, Tanganyika. Dès la main. Oui. Mais ça, c'est la main des dieux. Ouais, sérieux, c'est du Diego Maradona. Ils ont aussi encaissé un but comme ça. À Lubumbashi, au fait. À Lubumbashi, c'est ce que je disais, au fait. On les rend l'appareil à Lubumbashi. Mais après, quand vous êtes dans une course à la qualification, dans une phase des playoffs, chaque match qui compte, chaque match qui passe compte
pour votre performance. C'est en vous mesurant aux adversaires, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, que vous avez une petite idée de comment ça se fait. Si vous appelez Tanganyika et que vous pensez que vous avez fait votre job et que ça ne compte plus pour vous de venir jouer le Popo pour votre dernier match à Lubumbashi parce que ça serait une dépense inutile, mais là je sais pas franchement de quoi on se moque, sérieusement. Donc je crois que c'est parmi les tâches d'huile qui font qu'aujourd'hui, mais bon, des surprises, oui, il y en a, mais on doit grandir. Et ça, c'est l'organisateur du championnat qui occasionne ces genres de choses. Parce que si réellement il y avait des sanctions prises contre ces genres de bévues, on ne les reprend pas. Mais quand Tanganyika peut le faire, Don Bosco peut le faire, Mazembe, mais après, ce ne sont pas les équipes qui sont à l'auteur des... C'est ce que je disais, c'est ça. Avec, et cette nonchalance, au fait, la commission des arbitres. Cette nonchalance, oui, les arbitres, on va en parler, mais cette nonchalance occasionnée par l'organisateur fait que même si nous avons un championnat compétitif, mais parce qu'il y a des bévues et des choses qui réduisent en qualité ce que nous faisons, les gens n'y viennent plus. C'est ça le problème. Et les gens ne suivent plus. On en parle, nous, parce qu'on est passionnés, on aime le football, mais dans nos stades, c'est presque vide. Évidemment. Et donc, je pense que ça, c'est un problème. Et si ça ne doit pas en faire un problème pour la Lina Foot et la FECOFA, moi, je suis interloqué. Et Joël Banewa, si on restait seulement sur cette équipe de Tanganyika, qui a quand même, voilà, dans son parcours, gagné face à des équipes comme Mazembe, le Popo, même si après, ils vont perdre dans le bureau. C'est quand même une équipe qui s'est qualifiée dans un groupe où il y avait Lumbashi Sport, qui, la saison dernière, avait joué le play-off. C'est un collectif déjà bien bâti. Ça, on a tendance à l'oublier. Je crois que c'est Ben Jabria. Et depuis un certain moment du côté de Tanganyika, il connaît ces joueurs-là. Il a travaillé avec eux et il perd même l'un de ses titulaires qui va au FC Saint-Olopopo en plein milieu de la saison. Mais c'est une équipe en fait qui a surpassé ses objectifs. Je suivais récemment le chargé de communication de ce club-là. Il disait que pour cette équipe-là, l'effet d'arriver en Ligue nationale de football, l'objectif était de se maintenir. Mais ils arrivent, ils se rendent compte que ils n'ont pas que les niveaux de jouer le maintien. Ils ont la possibilité non seulement d'aller au play-off, mais de se permettre de rêver de l'Afrique. Donc ça veut dire qu'ils ont un collectif de qualité qui aujourd'hui est au-dessus de la moyenne. Plus quand même au-dessus de la moyenne parce qu'ils sont troisième, derrière le Popo et le TP Mazembe qui est premier. Donc c'est une équipe qui a fait un très bon parcours, mais c'était un parcours bien préparé. Jean a parlé tout à l'heure de la Coupe du Congo, le nom qui commençait déjà à se faire de ce côté-là. C'est la suite logique d'un club qui veut avoir la structure minimum de ce que demande le football. Aujourd'hui, le football ne demande pas beaucoup. On parle que de Tanganyika, mais à Kinshasa, il y a beaucoup de clubs qui l'ont fait. Il y a des clubs, il suffit seulement d'avoir un président entre guillemets sérieux, j'emploie ce mot-là. Quand vous avez un président qui met les moyens, un président qui est derrière son club, c'est vrai que la Ligue n'aide pas non plus, mais quand vous avez une belle organisation d'abord sur le niveau interne, ça vous permet justement d'avoir ce genre de résultats. Donc ça prouve que Tanganyika est une équipe qui a mérité d'être parmi les trois premiers. Je n'ai pas envie de revenir sur le niveau qu'a affiché le groupe A parce que pour moi ça va vraiment laisser à désirer. Quand vous avez des équipes comme US Panda qui prend des buts fleuve, des scores fleuve, ils perdent pratiquement tous leurs matchs et qui gagnent aucun match. C'est à peine. Pour moi, un club comme Don Bosco ne se qualifie pas dans un monde logique. Honnêtement, ne se qualifie pas. Mais voilà, on a eu un groupe A qui a été rythmé par Lupopo, Mazembe comme d'habitude, mais je pense vraiment que Tanganyika c'était la petite cerise sur le gâteau qui a quand même donné la couleur. Un groupe A qui a été rythmé par Mazembe Lupopo, mais au début Mazembe n'avait pas aussi du rythme avec cette éliminération des footballs. C'est des défaites face à le match nul face à Malolé. Mazembe qui finit la phase allée, la phase classique à deuxième, c'est ça, derrière Lupopo, mais après Mazembe a su survoler ses groupes et finir en patron. Et même là, ils sont deuxième, si je ne me trompe pas. Non, ils sont premiers, différence de but. Mazembe premier, 53-53. Ça fait 53-53. D'accord, mais bon, parler de ces TP Mazembe, j'ai l'impression que les TP au début de la saison, ils se sont un peu levés, ils sont restés dans ces mal, dans ces tares de la saison dernière, parce que c'est une équipe, on l'a dit plusieurs fois, même dans la team JMJ ou ailleurs, parce que c'est une équipe qui perd presque, 60% de son effectif de base, et pour vous c'est difficile de reconstruire. Mais après, c'est une équipe qui s'était aussi beaucoup plus concentrée sur la Ligue des Champions, parce que c'était ça les défis les plus grands à relever, avec l'effectif qu'ils avaient
aller plus loin en Ligue des Champions. Et quand vous êtes dans un groupe aussi compliqué comme celui-là avec les MC Alger et les autres clubs qui se sont qualifiés, c'était pas du tout facile, c'était pas un pari gagné. Donc pour eux, c'était d'abord la Ligue des Champions, puis en seconde zone, la Ligue nationale de football. Quand il n'y a plus de Ligue des Champions et qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui ont du talent, ça s'est fait voir avec les essais de Mbongeli, de Iboa et les autres qui arrivent au TP. Parce que voilà, on essaye de refaire les choses, mais cette fois-ci de la plus bonne des façons. Et la compétition à l'horizon, la compétition à ligne des mires, ça reste la Ligue nationale de football. Ouais. Donc là, Mazembe se concentre. Et quand Mazembe se concentre dans ces championnats, les nôtres, même les noms, ça fait flipper au fait. Donc ils ont fait l'essentiel, ils ont gagné les matchs les plus importants et malheureusement je disais ici tout à l'heure pour l'histoire de Tanganyika, même Mazembe l'a fait, ils ne sont pas partis en Bojimai, mais je sais pas pourquoi. Il y a des suspicions, les matchs auraient été vendus et tout ce qui va avec, mais je dis pas que c'est ça, mais ce n'est pas quand même cool pour un club comme celui-là qui est historique, qui a de l'histoire, de se retrouver dans ce genre de dossier parce que c'est sale. Mais après, si on peut résumer cette première manche, cette première phase de la Ligue nationale de football, parce que la deuxième va débuter tout à l'heure, c'est le play-off. Je crois que l'équipe des Mazembe a beaucoup plus grandi en maturité. Il y a des joueurs qui se sentaient un peu mal à l'aise en début, qui ont un peu pris du temps, de l'âge dans l'équipe, et aujourd'hui, effectivement, qui s'expriment un peu mieux, beaucoup plus sur le terrain que dans les réseaux sociaux. Donc je pense que ça c'est hyper important et on a toujours un entraîneur qui est là avec beaucoup d'humilité, qui connaît son effectif et c'est sûr que ça reste de la communication, mais c'est toujours important de rappeler cette communication là aux jeunes qui arrivent aujourd'hui et qui portent les maillots des Mazembe, que quand vous êtes là c'est pour gagner le titre. Et avec ce qui se dessine, j'ai comme l'impression que Mazembe, la concurrence, il y en a, parce que dans le groupe B, il y en a de Maniema, de Zègle et ainsi de suite. Ouais. Mais jusque-là, pour cette moitié de saison, c'est sûr que notre poule, Joël le disait ici, les niveaux n'étaient pas aussi donnés que ça. Quand même, il y a quelque chose à tirer de ces Mazembe-là. Et ça promet qu'en phase des playoffs, ça peut démontrer mieux que ça. Mais c'est un club qui était blessé, qui s'est refait et aujourd'hui le résultat est comme ça. Et quelque chose à tirer de ces TP Mazembe là, mais derrière il y avait une équipe de Lupopo qui avait tout pour finir première de cette phase classique de la Ligue nationale de football dans le groupe A, mais après Lupopo est resté Lupopo vend ses chances à Mazembe de finir premier de ces groupes. Je discutais récemment avec quelqu'un à la fin de ce championnat parce qu'il y a quand même des statistiques qui ont été affichées. La personne aussi m'a aidé à comprendre que c'est vrai que ça a un goût un peu amer pour le Popo parce qu'en début de saison, c'était le club qui faisait parler de lui avec des recrutements exceptionnels, avec un entraîneur qui venait d'arriver. Ils avaient tout pour finir premier, d'autant plus que Mazembe, comme Jean le disait tout à l'heure, avait beaucoup de problèmes en début de saison. Mais seulement que le TP reste le TP. Le TP nous a prouvé à quel point ils ont une force de caractère et la culture des grands clubs. Mais quand tu es fanatique du FC Saint-Olola-Lupopo, tu te rends quand même compte que Lupopo fait quand même 53 points dans une première partie de saison. C'est énorme. C'est énorme. Et vous faites une saison où vous ne perdez pas face à Mazembe. Ils gagnent Mazembe à Kibasa Maliba et ils font un match nul au stade TP Anglebert de Mazembe à Kamalondo. Donc c'est une saison quand tu as un peu de recul, tu es fanatique de Lupopo, tu te dis mais mine de rien, on a quand même bien presté parce que c'est 53 égalité. Ah ouais, c'est la différence des buts, oui. De buts marqués. Donc c'est une bonne première partie de saison. Pour les cheminots, mais après la déception va toujours rester le fait de dire que on avait un meilleur effectif, Mazembe on pouvait facilement marcher sur le TP, mais seulement que ça prend du temps. Vous savez que même quand on est le Bayern Munich, si on perd sur une saison, ça c'est pas arrivé d'un coup. Donc il y avait forcément un club. On parle de Leverkusen qui a pris du temps, petit à petit, la concurrence a commencé à s'installer jusqu'à ce qu'ils ont renversé le Grand Bayern. Donc je pense que c'est une question de temps. Pour une première saison de Luc Maël au sein de cette équipe-là, pour moi ça sonne d'abord comme une réussite de la première partie de saison parce que ce qui arrive, c'est la phase la plus importante parce que là, tous les points vont compter pour les véritables objectifs de la saison. Et à Kinshasa aussi dans les groupes, on apparente ces groupes souvent à Kinshasa, mais les groupes le groupe B de cette phase classique de la Ligue nationale des football, il y a eu aussi vraiment des surprises. L'équipe des Anges Verts, pour une première en Ligue nationale des football, s'est qualifiée en phase des playoffs. DSMP qui était malade, mais après à la fin c'est une équipe qui s'est ressaisie, on ne sait pas par quel miracle. Les miracles. C'est aussi question des niveaux
tes propos bien. Oui, mais bon, après, ça on va en parler après, mais les miracles de Desampé, c'est que Kassembele, il est là avec ses moyens limités. Mais après, on fait quand même appel à un technicien qui connaît la maison, c'est Ngatono, qui semble maîtriser les coins et recoins de ces clubs-là. Et aujourd'hui, parce que quand il arrive au remplacement de Ilunga Guillaume, qui est parti en prenant fuite au stade et tout ce qui va avec, après on sent qu'il y a quand même de la calmie qui s'installe, il y a quand même de nouveaux jeunes qui viennent tout de suite, découverts par Ngatono, qui travaillent et qui sortent de la tête des lots. Et derrière, les premiers matchs, c'est un match nul, les deuxièmes, c'est une victoire, les troisièmes, c'est une victoire. Et ça permet à ces derniers clubs, Motema Pembe, de croire en cette qualification. Jusqu'au bout, au bout du bout. Maintenant, moi, ce qui me fait... Enfin, je ne cesse de le dire depuis le début de l'émission, ce qui me fait mal, c'est la complaisance, au fait. Regardez ces matchs, je pense que c'était Sampé Maniema Union le tout dernier, mais vous ne le perdez pas comme ça. Vous ne le perdez pas comme ça. Quand tu t'appelles Maniema, quand tu es vraiment un club ambitieux, quand tu sais que devant, j'ai des grands comme le Popo, comme Mazembe, que je dois rencontrer dans cette phase-là, et que l'objectif maintenant cette saison, c'est de remporter la Ligue nationale de football, tu ne perds pas ton match n'importe comment. Et c'est lui face à Desampé, c'est vraiment n'importe comment. Et l'erreur, je pense que quand tu es Maniema Union, Desampé, quoi qu'il arrive, c'est un concurrent sérieux pour toi. C'est-à-dire que tu ne le laisses pas passer, tu ne laisses pas cette équipe-là passer parce qu'au play-off, cette équipe-là va te poser des problèmes. Voilà. Donc je crois que les paramètres n'ont pas été vraiment pris en compte par Papi Kimoto. Et Desampé, il est là, oui. On est tous contents de voir ces derniers clubs Motema Pembe. Mais est-ce que Desampé mérite de jouer cette phase des playoffs? C'est ça la question. Ouais, la question, oui. C'est pour quel objectif déjà? La qualité, ils apportent quoi? Est-ce qu'on se retrouve dans une configuration où on aura un club qui va perdre peut-être tous ses matchs, ou peut-être qui va poser de problèmes à un ou deux clubs, et puis c'est fini. Et on revient. Et là, la configuration a changé, c'est beaucoup de déplacements. Mais tout à fait. Ouais. Et là, Sur toute la République. c'est des forfaits qui profilent à l'horizon. On l'a vu plusieurs fois, même des saisons, la saison antérieure. Parce que je pense personnellement que dans cette poule-là, il y a des clubs qui ont fait mieux, comme nos amis des Anges Verts. Ils arrivaient, c'est presque le même cas avec Tanganyika. Ils se sont préparés et ils ont sorti la tête de l'eau. Ça, c'est hyper important. Il y a des clubs qui n'ont pas forcément surpris, mais qui quand même ont maintenu les caps, comme les Aigles du Congo, Rangers, qui ont fait une bonne saison Rangers aussi l'année dernière, effectivement, et arrivé cette année, ils étaient presque à la place, à la porte de la première place, et ça c'est hyper important. Et puis il y a les clubs de Rangers, vous le disiez tout à l'heure, qui malgré des problèmes, malgré des soucis, c'est quand même une équipe qui a du talent, d'abord des talents dans son effectif, et c'est ce qui répond finalement à l'arrivée. Donc je crois personnellement que dans cette poule-là, parce que la question elle était générale, dans cette poule-là, il y a des bien meilleurs élèves, il y en a aussi des mauvais qui sont passés, parce que là, c'était vraiment sur un tamis, et on tamise, ils ont glissé. Feklev aussi a été tamisé, glissé. Mais un très mauvais, un très mauvais élève. Parce que la qualification, ça revient parce à quelques jours de la fin de la phase. Voilà. Oui, ça c'est le football. Le football a qu'une seule vérité, c'est celle du terrain. La réalité dans Vita Club, c'est qu'on a vendu du bling bling à cette équipe-là, un bling bling virtuel. Cette équipe-là n'avait pas encore le niveau pour atteindre les objectifs que présentait le président Amadou Diaby. Ouais. C'est une équipe qui a été refaite. Et ça prend du temps pour justement essayer d'atteindre certains objectifs. Mais je pense que Vita Club s'en sort bien par la force du caractère aussi. On ne le dit pas assez, mais même ce que fait Desampé, c'est la force du caractère, la grandeur de l'équipe. Parce qu'ils se disent, mieux vaut bien sûr tout faire, tout donner. Et puis, rappelez-vous, le match contre Maniema Union devait se jouer avant. Ils ont essayé de pousser le match, question de se préparer. Il s'est préparé d'être prêt pour ça. Du côté de Maniema, essayer de gagner ce match-là et qui gagne d'ailleurs à la dernière minute. Donc je pense que pour certains clubs, c'est une continuité et c'est ce qui fait même la beauté de ce championnat, parce que quand vous regardez les noms, il y a des noms qui nous donnent envie de voir, de découvrir. Tanganyika en play-off, ça sera quoi? Ange Vert, ça sera quoi en play-off? Rangers, ils affichent un nouveau visage. Il y a les Aigles du Congo. Il y a Maniema Union qui, aujourd'hui, normalement, c'est un club qui doit passer un cap. Et passer un cap pour Maniema Union en Ligue nationale de football, c'est de gagner le titre. Donc, je crois qu'on a beaucoup évolué dans ce sens-là. Mais le groupe A, il y a quand même eu un certain niveau. Si Vita Club n'a pas été facilité pour avoir cette qualification, c'est parce que d'abord,
c'est un coin où il y a moins de contentieux ou moins d'arrangements comme on peut le retrouver dans le groupe A, parce que là, il y a un club comme Céleste qui est venu avec vraiment l'idée de faire du Tanganyika, mais seulement qu'il y avait Ange-Vert, il y a l'équipe de Rangers, et aujourd'hui, quand vous avez déjà 3 clubs comme ça dans ces types de championnats qui vous posent beaucoup de problèmes, et on oublie les 3 clubs de l'Est du Congo qui ont été écartés parce que ces 3-là, c'était quand même des clubs à quand même la problème. déception, effectivement. Voilà. Étoile du Congo, Étoile du Kivu, de Bukavu Dawa ainsi que Dauphin Noir, c'était des équipes qui devaient normalement poser problème, qui ont posé problème quand ils étaient en train de... Malheureusement, les contextes, Malheureusement, la conjoncture et et ce ça. contexte-là, c'est ce qui favorise Vita Club et DCMP. Parce que je me dis, s'il y aurait eu ces clubs-là, la qualif allait encore être beaucoup plus difficile pour ces deux géants du football congolais. Donc je crois qu'on a eu une véritable compétition du côté de Kinshasa. La seule différence, et moi je trouve que le petit bémol, c'est que tous ces joueurs à Kinshasa, Mani Magnon, ils se sont plaints du fait qu'il n'y avait pas beaucoup de matchs qu'ils ont pu jouer à domicile. Les Aigles du Congo, ils terminent premiers, c'est vrai, mais quand vous jouez presque toute la moitié de la saison que sur 2 stades, vous jouez, j'allais dire Kibasa Valiba, vous jouez Tata Raphaël et Stade Martyr, vous êtes tout le temps à domicile. C'est juste que l'emplacement il change. Donc je pense que ça aussi, ça a favorisé certaines choses pour ces équipes-là. Et on attend voir comment ils vont se comporter du côté des playoffs. Mais je pense qu'il y a eu une vraie compétitivité du côté du groupe B. Une vraie compétitivité du côté du groupe B, mais dans les playoffs, on aura une autre vérité. Et là, il faut confronter les deux groupes. Par rapport aux qualifiés, ici on a des Tanganyika, des Sangabalende, de Mazembe, de Lupopo. Là-bas il y a des Rangers, des Anges Verts, des Aigles du Congo. Est-ce que vous pensez que les groupes qui va aussi beaucoup plus envoyer des prétendants dans les 4 premières places, c'est quel groupe? Mazembe, les groupes groupe A, groupe B? Personnellement, moi je serais choqué si on n'a pas de représentants en Ligue des Champions venant du groupe A, parce que sérieusement, c'est sûr que Maniema, ce qu'ils font, c'est bon. C'est beau même. Et c'est respectable. Et ça ne me décevrait pas non plus de voir Maniema en Ligue des Champions, parce que c'est tout à fait légitime. Et après, oui, effectivement, à ces stades, voir ce que les gens de Lupopo, personnellement, investissent dans leur club et dans leur ambition. Et ce qu'ils font, c'est vrai que Joël le disait ici tout à l'heure, t'es fan de Lupopo, franchement, tu aimes ton club, tu n'es pas déçu de cette première manche. Mais franchement, il faudra aller chercher les invétérés pour leur expliquer forcément que, bon, écoutez, on est quand même passé deuxième parce que Mazembe a beaucoup de buts et tout. Bon, après, ça c'est un peu ça. Mais personnellement, je crois que ce qui me décevrait perso, c'est de voir en Ligue des Champions la saison prochaine, soit un club, soit il n'y en a pas. De clubs venant d'ici, parce que personnellement je crois que le Popo a beaucoup plus grandi en maturité. Ils ont un entraîneur aujourd'hui qui a beaucoup œuvré dans le groupe B. Il était aux Aigles du Congo, il connaît un peu comment ça fonctionne là-bas. Il a joué Maniema, il a joué d'autres clubs qui sont là-bas, de New Jack et tout consorts, il connaît les climats de choses là-bas, et c'est un atout majeur pour le Popo de faire mieux. Et puis il y a Mazembe, notre Mazembe habituel. Malgré le problème, j'ai toujours dit que Mazembe c'est un club non aligné au fait, parce que vous pouvez tout faire dans votre je sais pas, organisation, mais Mazembe trouvera toujours une façon de se qualifier en Ligue des Champions. Et ça, c'est devenu répétitif. Donc, je pense que cette saison, l'émulation sera beaucoup plus sur les places qualificatives, parce qu'on a de la qualité à Kinshasa, on a aussi une certaine qualité à Lubumbashi qui nous est apportée par le Popo, Mazembe et Tanganyika aussi. Maintenant, il faudra qu'au plus fort d'aller se qualifier et nous éviter ces magouilles que nous avons de temps en temps. De la qualité, effectivement. Dans le sens qualitatif, les qualifiés du groupe B et les qualifiés du groupe A, il y a photo ou il n'y a pas photo? Je crois que j'ai déjà dit ça tout à l'heure, il n'y a pas photo. Parce que dans le groupe A, malheureusement, on n'a que Mazembe, Tanganyika et Lupopo. Parce que quand vous regardez derrière, c'est quoi? C'est Sangabalende qui a perdu tous ses matchs à l'extérieur. C'est Don Bosco qui en a aussi gagné presque tous les matchs à domicile. C'est ça, ils ont gagné tous les matchs à Kashala-Banzola. Ils ont perdu tous les matchs à l'extérieur. Il y a Simba Kolosi, un miraculeux, qui s'est réveillé à la fin. Le plus grand des miraculeux, je l'ai dit, peut-être c'est un club qui ne mérite même pas d'être là, c'est Don Bosco. Et ces 3 clubs-là, ils ne vont pas faire face aux 3 derniers du groupe B. Parce que le groupe B, c'est quoi? C'est les Aigles du Congo en première position, ils sont pas mal. Il y a Maniema Union, et en 3e position, c'est Rangers. Mais quand vous regardez derrière,
Vous avez déjà Vita Club et DSMP. Donc quand vous avez ces deux clubs-là qui sont parmi les derniers, le niveau il est déjà tout à fait différent et il y a la sensation qui est en jeu. Donc je pense qu'aujourd'hui, sur les deux groupes, c'est le groupe A qui a fourni un beau niveau le groupe B pardon qui a donné un bon niveau, mais moi je ne vais pas rentrer vraiment dans ces détails là. Je pense que celui qui finira premier, deuxième ou troisième, je pense que c'est celui qui l'aura le plus mérité, parce que vous pouvez sortir du groupe A comme Mazembe l'a fait et gagner le championnat. Ça veut rien dire, ça veut vraiment pas dire parce que tu as eu à jouer à des matchs beaucoup plus difficiles dans la première partie de saison, c'est qui t'est garanti une place. Évidemment, c'est comme la NBA, donc les playoffs c'est notre championnat, c'est notre compétition. Les équipes peuvent rehausser leur niveau et faire sensation dans cette deuxième partie du championnat. Il va rehausser son niveau. On va avec cette émission toujours sur cette question de la Ligue nationale des football. Maintenant, on va entrer dans l'organisation. Rapido, c'est Jean Thuy. Vous parliez ici de l'arbitrage qui a vraiment posé problème. Bon, est-ce que la Ligue nationale des football songe peut-être aux ateliers, à la manière dont les arbitres peuvent s'organiser pour que ces championnats ne soient pas toujours critiqués par le mauvais arbitrage? Oui, l'arbitrage n'a jamais été l'apanage d'un organisateur, ce qui est sûr. Les problèmes c'est la fédération, mais il y a quand même une commission qui est attachée à... C'est ce que j'ai dit. Les problèmes d'arbitrage, c'est partout dans le monde. On ne va pas dire que forcément c'est la Ligue nationale des football les plus mauvais élèves. Et les Français disent que les arbitres espagnols ne voient jamais. Donc, moi j'ai quand même l'impression. Après, mais j'ai comme l'impression que ce qui se passe dans notre contexte, dans notre réalité, devient un peu de trop. Et quand on sait que on a des clubs aujourd'hui qui se débrouillent à la limite pour participer au championnat, ça devient chaotique d'avoir un arbitrage malade. On peut le comparer à celui espagnol. Et ça, la commission arbitrale de la Ligue nationale de football, ils savent ça. Ils ont des séminaires en début de saison. Mais pourquoi ils ne font pas respecter ce qu'eux-mêmes disent? Est-ce qu'ils ont le temps de revenir sur toutes les erreurs commises par les arbitres tout au long d'une saison et après voir comment corriger? Mais c'est pourquoi ils organisent des séminaires. C'est ce que je disais. Ils ont vraiment le temps de faire ça, de faire le bilan général, question de dénicher les erreurs et va dire que voilà, prochainement on ne va pas revenir sur ça. Je répète ce que je disais, c'est pourquoi ils font des séminaires. C'est ça même le plus important, parce qu'on refait une saison, on regarde les bévues et on passe outre. Parce que demain, on ne revient pas sur les mêmes choses. Mais quand ça devient répétitif, derrière, il y a aussi des choses qui se cachent. Parce qu'un arbitre congolais, on les rémunère comment? C'est le problème. Si tu peux siffler un match, si tu dois siffler un match pour qu'on te donne $15, mais ça te paye quoi? Alors qu'il y a peut-être, je ne sais pas, quelle équipe qui te propose 1000 pour une victoire. 500. Mais je ne me plains pas. Mais 500, c'est beaucoup. $100, $200. C'est déjà bon. Pour toi, de gâcher tout un spectacle. Et ça, c'est très répétitif. Donc, je pense que c'est tout ça là les problèmes. On a beau avoir des textes, on a beau avoir des formations, on a beau avoir des arbitres qui peuvent sortir la tête de l'eau, mais si l'organisation salariale n'est pas réglée et qu'un arbitre congolais aujourd'hui doit être sous-payé, ça fait que, personnellement, ils peuvent vendre un match facilement. Maintenant, en retour, ça dépend de comment on les sanctionne. Parce que aujourd'hui, tout le monde peut se permettre de vendre un match et puis il est à l'aise. Mais comment on les sanctionne? Est-ce qu'il suffit seulement de lui dire, eh ben toi, comme tu as bouffé de l'argent et que tu as trahi sur une action ou une autre, tu restes, tu fais pas de match et puis ou tu fais pas une moitié de saison, ça suffit. Ouais. C'est ça le problème. Et bon, au-delà de l'argent, posons-nous aussi la question sur la qualité de ces arbitres. Est-ce qu'ils ont la qualité? Le problème est qu'il y a tellement de matchs, on ne se rend pas compte. Rien que dans le groupe A, on a joué 120 matchs. 120 matchs, ça veut dire que c'est des trios arbitrales qui doivent se dispatcher. Combien d'arbitres avons-nous qui sont professionnels, capables d'arbitrer un match de Ligue nationale de football? Ça, moi, je pense qu'on doit débuter par là. Quand on fait les zones, les arbitres de Kinshasa, ils ne peuvent pas forcément arbitrer certains matchs. Et les arbitres de Lubumbashi ne peuvent pas forcément arbitrer certains matchs à Lubumbashi. Donc, il faudrait les déplacements des arbitres, les interchanger, etc. Combien d'arbitres avons-nous? C'est d'abord par là qu'il faudrait commencer. Aujourd'hui, vous regardez bien sur les arbitres, il y a beaucoup de jeunes arbitres qui sont en train de venir. Il y a beaucoup, quand tu regardes les arbitres, il y a beaucoup de nouveaux visages. Est-ce que ces nouveaux visages-là ont réellement le niveau pour justement tenir ce genre de match? Aujourd'hui, ils ont la chance, je me dis. Vous regardez les matchs de Ligue nationale de football, les stades sont vides.
est-ce que ces arbitres-là seraient capables de gérer certains matchs à pression avec public? Parce qu'aujourd'hui, vous partez à Kamalondo, il y a quoi? À peine 500 personnes. C'est facile pour un arbitre dans un stade de football. Stade des Martyrs, le club de SMP a presque rien. Où il n'y a que 1000 personnes dans un stade, c'est facile à gérer. Donc il y a tellement de paramètres qui entrent en jeu, sans parler de ce que Jean est en train de dire tout à l'heure, Les arbitres, ils sont très peu nombreux, il y a beaucoup de matchs et vous vous retrouvez avec des arbitres qui parfois n'ont pas le niveau. Parfois on fait monter des arbitres, on dit on n'a pas le choix, un tel vient, tu arbitres. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on a un niveau vraiment abyssal, et ce qui va faire en sorte que cela puisse changer, c'est la formation tout simplement. Et on a eu des sérieux problèmes sur cette Ligue nationale de football en parlant du nombre, parce que Joël évoquait les cas ici. On a eu des matchs ici à Lubumbashi arbitrés par des arbitres de Lubumbashi, mais ça se fait pas. Tu peux pas faire ça, parce que il y aura toujours de parti pris. Et ça, c'est une question hyper importante qu'il faut poser, bien sûr, à la Ligue nationale de football sur les mécanismes qu'ils prennent personnellement pour assurer la relève des arbitres à l'RDC, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a aucune politique jusqu'à la mise en place. Tu as la passion d'arbitrer, d'accord? Tu viens arbitrer. On les verra bien prochainement pour les comptes, bien sûr, des playoffs de cette Ligue nationale de football qui commenceront incessamment pour, bien sûr, finir avec cette saison. Ce sera des beaux matchs. On va vraiment vous garantir, parce qu'il y a Mazembe, V-Club, le Popo, DCMP. Donc, ce sera des matchs classiques de notre football congolais, même si heureusement. Et c'est des matchs n'y est pas au stade. Et c'est des matchs, heureusement, qui seront diffusés à la télé. À la Heureusement. dernière nouvelle. Effectivement, Heureusement, il y a nos amis des Digital, des Nyota, de Mbegou et tout consorts qui vont faire la diffusion. Heureusement, on espère bien. Et nous, on va donc continuer cette émission pour faire les apps. Et les apps, aujourd'hui on commence d'abord avec les classements de cette Ligue nationale de football, phase classique qui a donc été clôturée dernièrement avec donc déjà dans les groupes A de cette Ligue nationale de football, et TP Mazembe qui donc en première position avec 53 points, le Popo vient à deuxième position avec le même nombre de points, mais Mazembe premier à la différence de buts marqués. L'équipe de Sanga Balende est troisième avec 37 points, Simba 4e avec 36 points, Tanganyika 5e avec 36 points également, Don Bosco 6e avec 30 points, et ces 6 équipes sont donc qualifiées pour la phase des playoffs. Et dans les groupes B, il y a l'équipe de Maniema Union qui pointe en tête avec 43 points. L'équipe des Aigles du Congo 2e avec 41 points, l'équipe des Rangers est 3e avec 34 points, avec Club vient à la 4e position avec 29 points, l'équipe des Anges Verts est donc 5e avec 29 points, DSMP vient à la 6e position avec 27 points. C'est donc ça les classements de cette phase classique de la Ligue nationale de football. Donc oui, on le disait tout à l'heure, c'est un classement, c'est des clubs qui se sont battus dans le deux groupes, et on attend voir ce que ça va donner à la phase des playoffs. Je suis quand même surpris de voir que Sanga Balende est 3e. Je m'y attendais pas. Je crois qu'il y a quand même 4e, 3e. Ouais. Effectivement, il termine quand même 3e, parce qu'il y a quand même assez. Le Popo, ce qui lui pose un sérieux problème. Sinon, ils ont fait un 3-9, si je ne me trompe pas. 3-9. Jamais s'il y avait une victoire ou un match nul, il serait à 37 pour garder finalement cette 4e place. Et toujours dans cette Ligue nationale de football, on va vous donner donc les résultats des rencontres qui se sont jouées pour clôturer cette phase classique de la Ligue nationale de football. L'équipe de Sanga Balende qui gagnait par forfait face à Mazembe 3-0, l'équipe de Chinkonku qui battait la JS Gros Bazono. Ces deux clubs ne seront pas pour au rendez-vous des playoffs. L'équipe des Renaissance un but partout face à Céleste. Ange Vert 3 buts à 1 face à New Jack, et Maniema Magnon qui était battu par l'équipe des DSMP, un but contre 2. Je pense que pour la grandeur du nom, les gens en parlaient tout à l'heure, il n'est pas simplement allé en profondeur. Je pense que quand on s'appelle Mazembe, on doit éviter ça.
on doit éviter de perdre des matchs par forfait. Mazembe, c'est le club phare de cette Ligue nationale de football et je crois que c'est vraiment petit de pouvoir perdre un match par forfait avec les raisons qui sont avancées par ce club-là. Je pense que j'aurais été le faiseur du calendrier de la Ligue nationale de football. J'allais faire en sorte que le premier match de Mazembe en play-off soit du côté de Sangabalende à Mbujima et comme ça on allait voir si Mazembe allait avancer les mêmes raisons qu'ils ont avancé pour cette fois-ci. Après, c'est un manque de respect pour le championnat et c'est pas une première, on a l'habitude de voir ça. Après, Céleste, ils ont failli se qualifier. Ça, faudrait quand même le signifier. Un nul de DCMP et une victoire de Céleste en fin d'après-midi du dimanche dernier. Je crois que Céleste allait être parmi les équipes qualifiées. Mais pour moi, le plus grand bémol de cette équipe-là, c'est qu'ils auraient dû jouer tous leurs matchs à Mbandaka. Après Mbandaka, on sait qu'il n'y a pas des terrains adéquats. Mais quand on voit les terrains où Chinkunku a joué, on se dit qu'ils auraient pu tenter cette chance-là parce qu'on ne se rend pas compte. Tanganyika, ils existent, on parle d'eux comme étant une sensation parce qu'ils gagnent chez eux à la maison. À Kalemi, Tanganyika est intouchable. À l'extérieur, ils ont quand même perdu énormément de matchs. Leur meilleur résultat reste des matchs. Et c'est pourquoi ils plaident même à ce que les matchs de playoff se jouent aussi là-bas. à Kalemi. C'est tout à fait logique. Ouais, très logique. Céleste, on attend la saison prochaine, mais moi s'il y a une chose à dire à ces clubs-là, c'est faites l'effort d'aller jouer chez vous à la maison à Mbandaka, ça serait une très bonne chose. CAN Event 2025 qui commencera au mois de juillet en Égypte, bien sûr. La CAF a procédé au tirage au sort. L'équipe de la RDC Event est dans les groupes C aux côtés du Sénégal, de la République centrafricaine et du Ghana. Un groupe pas facile. Quand on sait que les Sénégal, U20, c'est eux les champions en titre, je pense. Effectivement, c'est une sélection qui a beaucoup progressé. Et aujourd'hui, c'est sûr que il y en a aussi qui arrivent. Mais écoutez, quand vous êtes champion, l'objectif c'est d'aller faire l'exploit. Je pense que ça sera pas facile pour nous. Et aussi, il y a les Ghana qui a une belle sélection de jeunes. Et à nous de montrer nos biceps, nos triceps. Et c'est encore là l'examen, le moment de faire l'épreuve pour notre ami Guy Boukassa, je crois, avec ces jeunes qu'il appelle souvent, il y en a qui viennent de partout, que ce soit de la France, Portugal, Belgique, du pays aussi. C'est vraiment des talents sûrs, il faudra juste les roder. On pourra quand même faire des bien bonnes choses et espérer, pourquoi pas un quart de finale ou une demi-finale. Oui, dans la première partie de cette émission, on a parlé de l'arbitrage. Quand on parlait bien sûr de la Ligue nationale de football, oui, l'arbitrage congolais sera à l'honneur à la Coupe du Monde de Club 2025. Jean-Jacques Ndala est sélectionné parmi les arbitres. Lui, il n'en finit plus. C'est la star l'une des stars du football congolais parce que. Et même africain. Ça fait des années depuis qu'il est en train d'exceller. Le natif de Lubumbashi, c'est une fierté de voir une fois de plus qu'il atteint ce genre de niveau. Je crois que c'est déjà l'idole de plusieurs. Beaucoup s'inspirent de lui, mais je pense que notre pays, à un moment donné, il faudrait récompenser ce monsieur-là. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il est encore en plein dedans dans sa carrière d'arbitre, mais il a atteint un niveau que peut-être certains jeunes arbitres congolais ne pourront peut-être pas atteindre. On lui souhaite ça, mais arriver à ce niveau-là, c'est pas rien. En arbitrage, on prend souvent les meilleurs, et les meilleurs, c'est les mêmes. Et aujourd'hui, quand vous vous rendez compte des nombres des fédérations qu'il y a à travers le monde, vous vous dites que si l'Afrique est représentée par un Congolais, c'est quand même énorme et c'est une fierté encore une fois de plus de voir ce grand arbitre-là aller arbitrer des garçons comme Neymar, Cristiano Ronaldo et j'en passe. Bien sûr, une fierté pour l'arbitrage congolais. Ici, on poursuit avec cette émission, la team JMJ, c'est 14e épisode avec la partie on rentre dans l'histoire. Voilà, c'est les un pas dans l'histoire. Nous sommes en 2016. L'équipe du Real Madrid était en train de réaliser une remontée vertigineuse face à l'équipe des Wolfsburg. Après le 2-0 à la manche aller, l'équipe du Real Madrid était rentrée au Santiago Bernabéu pour tout renverser et gagner 3-0. Joël Baniwa, on fait un pas dans l'histoire. Eh bien merveille, sache qu'il y a des soirs où le football dépasse tous les cadres, des soirs où un simple match de football devient une œuvre d'art.
Le 12 avril 2016, le Real Madrid a écrit l'un de ses chapitres le plus vibrant, un soir où l'espoir portait le numéro 7, le Santiago Bernabéu battait au rythme des exploits de Cristiano Ronaldo. Quart de finale de Ligue des Champions à l'aller, c'est la claque 2-0 pour le Real Madrid face aux Allemands de Wolfsburg, un Real Madrid méconnaissable, un Zinedine Zidane critiqué et un Cristiano Ronaldo complètement muet. L'Europe était en train de ricaner, certains y voyaient même la fin du rêve du Real Madrid. Mais à Madrid, on ne parle pas d'abandon, on parle plutôt d'orgueil, on parle de remontada. Ce soir-là, le Santiago Bernabéu n'était pas venu pour regarder un match de football, mais au sein du Santiago Bernabéu, Cristiano Ronaldo s'élance, un geste, une frappe, une trajectoire limpide, le ballon finit au fond de filet, 3-0, le Real Madrid l'a fait, ils ont réalisé la remontada. Cristiano Ronaldo transcende à lui tout seul l'équipe du Real Madrid, les scores, les critiques, les doutes et un triplé sur Cristiano Ronaldo a fini par faire taire toutes les bouches qui étaient contre ce Real Madrid-là de Zinedine Zidane et de Cristiano Ronaldo. Sur cette compétition d'ailleurs, Cristiano Ronaldo a tout simplement été le meilleur. Ce soir-là, le Real Madrid n'a pas seulement gagné un match, mais il a rappelé pourquoi ce club-là est éternel. C'est un texte écrit avec le cœur madrilène. On n'en peut rien. Franchement. Vous savez, Franchement, ça n'en peut rien. j'ai pris mon temps pour l'écouter. C'est fort ce qu'il fait. Et il marque un coup franc magnifique. Il y a eu tout pour le Real ce soir-là. Après respect à CR7, vous savez que moi je suis trop fan de Messi, c'est sûr, mais vous savez, vous n'avez qu'à regarder la carrière de Cristiano Ronaldo, ce qui pouvait sortir de ses tripes, des coupes qu'il pouvait ramener au Real Madrid. Et ça, c'est incroyable pour un joueur être décisif à ces niveaux-là. Il faudra encore attendre longtemps pour en avoir. Mais vraiment. Après, maintenant... Est-ce que le Real aujourd'hui a un joueur au mental de Cristiano Ronaldo pour sortir à ces genres de performances et permettre au Real Madrid de se mettre sur le bon rail? Il n'y aura jamais de Cristiano Ronaldo. Le Bernabéu, c'est une folie et nous, on continue avec notre folie dans la team GMJ. C'est après ça. Et c'est donc l'heure du Panthéon, le grand moment de notre émission. Et aujourd'hui, on a un joueur d'exception, un joueur qui a aussi marqué l'histoire de la Ligue des champions de l'UEFA, Didier Drogba, l'homme des disgraces face au FC Barcelone. C'est sûr. Après, parler de Didier Drogba dans ma rubrique, je prends l'impression qu'on pourra passer toute une émission à parler de lui. Donc j'ai pu faire une sélection de certaines actions les plus importantes de sa carrière, qui est énormissime. Et aujourd'hui, je l'ai dit, Didier Drogba, un champion au grand cœur. On va le voir. Didier Drogba, c'est bien plus qu'un simple footballeur. C'est un leader, un modèle, une voix pour la paix et l'espoir. Né le 11 mars 1978 à Abidjan, nous sommes en Côte d'Ivoire. Il a connu une enfance marquée par l'exil et le défi quittant son pays très jeune pour la France. Mais au lieu de se laisser abattre, Drogba a transformé chaque difficulté en tremplin. Il a brillé sur le terrain avec sa puissance, sa détermination, sa foi inébranlable. Son passage à Chelsea a marqué l'histoire. 164 buts inscrits, 4 titres de Premier League et surtout cette fameuse Ligue des Champions remportée en 2012 où il a égalisé puis offert la victoire à son équipe. Un guerrier du destin, ça faudra le dire. Mais Drogba, c'est aussi un homme de paix. En 2005, il a utilisé sa notoriété pour appeler à l'unité nationale en Côte d'Ivoire, dans un discours bouleversant qui a contribué à apaiser la guerre civile. Par son geste, il a prouvé que le sport peut être un instrument de conciliation, des réconciliations, faudra dire aussi. Hors du terrain, Didier Drogba a fondé une fondation engagée dans la santé et l'éducation en Afrique. Il incarne les valeurs de générosité, de solidarité et de foi chrétien assumé. Il témoigne souvent de sa relation avec Dieu comme une source de force dans sa carrière et sa vie personnelle. Et pour la jeunesse, il faudra dire, il n'oublie pas, Drogba nous enseigne que la grandeur ne se mesure pas qu'au trophée, elle se mesure aussi à l'impact qu'on a sur les autres, à notre foi en Dieu et à notre volonté de faire bien même quand tout va mal. On fait bien même quand tout va mal. Didier Drogba. Il est exceptionnel, il est immense, c'est l'éléphant d'Afrique, Didier Drogba. Je me dis simplement que ce qui a manqué à la carrière de Drogba, c'est remporter une Coupe d'Afrique des Nations. Il a perdu 2 finales, il me semble.
Et à chaque fois, il y était, il était tout prêt. Et le football, il est parfois cruel. Il part et la Côte d'Ivoire gagne. Gagne, ouais. La Coupe d'Afrique des Nations. Mais c'est un joueur tellement immense. C'est un monsieur, Jean-Claude l'a dit, plutôt Jean Thierry l'a dit, il est tellement exceptionnel, Didier Drogba. Humainement parlant, c'est aussi quelqu'un d'exceptionnel. Ancien joueur de Guingamp de Marseille. Aujourd'hui ambassadeur du Ballon d'Or. Ouais, ambassadeur du Ballon d'Or justement. Et je crois que c'est le genre de joueur, en fait, il ne vous marquera pas 1000 buts, il vous marquera pas 500 buts, mais il a marqué des buts tellement importants qui sont restés dans l'histoire. En Ligue des Champions, on va vous parler des buts de Didier Drogba. En Première Ligue, on va vous sortir des buts de Didier Drogba. Il est passé à Marseille pendant 1 an, mais c'est l'idole de beaucoup de joueurs marseillais. Il a fait une saison à l'Olympique de Marseille à 53 buts. 53 buts dans une saison marseillaise, même Jean-Pierre Papin ne l'a pas fait. Donc c'est un joueur immense et on a la chance de l'avoir en Afrique. C'est un honneur de parler de Didier Drogba comme étant africain, surtout nous les jeunes africains. C'est pour les footballeurs aussi, ça doit être un miroir ou quelqu'un dont tu dois forcément t'inspirer, parce que Didier Drogba, j'ai encore envie d'en parler, mais... Voilà, c'est bien mérité de parler des Drogba dans cette émission. On poursuit cette émission, on va prendre notre focus de cette semaine. C'est pour parler de la Ligue du karaté du Haut-Katanga avec Paul Ojimbayo qui est donc le président. On va suivre ces focus enregistrés en différé. Voilà, c'est le focus dans cette team GMJ pour les 14e épisodes. On reçoit le président de la Ligue de karaté du Katanga, Paul Ojimbayo, avec qui on va nager autour de la redynamisation de cette ligue. Paul Ojimbayo, bonjour et bienvenue dans la team GMJ. Bonjour, merci beaucoup. Voilà, avec vous, on parle de la redynamisation de cette ligue de karaté du Katanga. D'abord, essayez de nous faire un petit état des lieux de cette ligue ici. Oui, la ligue de karaté du Haut-Katanga est là. Nous avons beaucoup à faire. Il y a certaines choses qu'il faudra régler. Nous avons trouvé la ligue. Là où nous l'avons trouvé, nous avons des histoires à organiser. C'est une grande maison, une grande architecture. Okay. Et c'est pas nous qui allons la terminer. Nous allons apporter notre pierre à l'édifice. Le karatéka, c'était un peu un homme compliqué. Ça, je vous le dis franchement. Il est compliqué. Il faudra savoir comment le conduire, marcher avec lui. Ce sont des gens parfois, aujourd'hui, ils se réveillent de bonne humeur, demain change d'humeur. Bon, on accepte, nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Nous sommes arrivés, nous avons fait ce qu'il fallait faire. Nous sommes allés aux championnats nationaux. Après les championnats nationaux, nous sommes allés à l'Open Goma. Et cette fois-ci, nous sommes allés à l'Open du Pont Malébo. Nous essayons de travailler. Nous voulons assez que chacun, celui qui est karatéka, qu'il vienne. Nous avons besoin de tout le monde. On va organiser la ligue. Que chacun dise ce qui ne va pas et non pas critiquer. Quand on critique, donner une suggestion. Il ne faut pas critiquer dans le vide. Donner une suggestion, on va essayer de voir la suggestion, on va essayer comment de l'appliquer pour que la ligue puisse marcher. C'est ça. Et dans cette politique de redynamisation de cette ligue de karaté, vous êtes dans votre premier mandat, on va dire, et c'est quoi les réels projets que vous avez pour tout organiser, que les choses aujourd'hui soient en bon terme par rapport à cette ligue? Bon, ce que nous allons faire, nous allons organiser beaucoup plus de séminaires. Quand on organise les séminaires, on pourra peut-être mettre sur le même nombre de championnats. Dans le bon, or que vous n'êtes pas dans le bon. Donc nous allons organiser des séminaires
Il y a ceux qui vont animer ces séminaires dans les 3 ententes. Ils vont faire l'Ikasi, Kasumbala. Kasumbala, ça a été terminé par Rumbashi. C'est surtout ça. Donc il faudra beaucoup de rencontres, beaucoup de séminaires pour qu'on puisse bien marcher et mettre sur la même longueur d'onde. Jean, Oui, effectivement, moi j'ai une question. Président Os, bonjour. J'aimerais parler un peu du financement parce que vous arrivez à la tête de cette ligue du karaté du Haut-Katanga à un moment un peu critique, on le sait tous. On avait 2 présidents, il faudra dire, on avait une ligue subdivisée en 2 et vous vous pointez un peu comme la personne qui réunifie les tout aujourd'hui. Expliquez-nous comment un peu ça s'est passé. Est-ce que vous avez aujourd'hui l'approbation de tout le monde pour vous permettre à avancer? Parce que ça aussi c'est important. Vous ne travaillez pas finalement vous-même. Il faudra aussi avoir l'approbation de toutes ces personnes-là qui étaient contre et ceux qui étaient pour un certain moment concevoir un projet qui va tenir pour ces premiers mandats. Ok. D'abord, cette histoire, je crois qu'elle est terminée. Nous avons eu une réunion avec le ministère du Sport provincial. Okay. On a essayé de parler de tout cela. Et le conseiller, en fin de compte, il s'est dit que non, je ne vois pas pourquoi je ne vois pas l'existence de l'autre parti qui était en train de s'opposer. Elle ne se manifeste pas, l'autre parti. C'est ainsi maintenant que nous allons évoluer avec la ligue dans laquelle je suis président. Et après ça, vous parliez ici des compétitions auxquelles vous avez fait participer les athlètes. Vous avez vu au tournoi des Grands Lacs à Goma. Vous avez aussi parlé de l'Open Paul Malebo. Comment vous faites aujourd'hui pour faire partir ces athlètes-là de Lubumbashi ou du Katanga, au fait, du Haut-Katanga vers Kinshasa? Comment vous faites pour des subventions, l'argent, les financements, j'allais dire? Les financements, ils viennent d'où? Est-ce que vous avez des partenaires aujourd'hui qui vous permettent à un certain moment de vous organiser en interne et d'envoyer des enfants? Ça n'a jamais été facile de les loger, de les nourrir et aussi d'assurer qu'ils prestent bien à des grandes compétitions comme celle-là. Comment vous faites, comment vous organisez-vous en interne personnellement pour assurer ces processus? Bon, nous nous arrachons les cheveux. Hein. Nous arrachons les cheveux. Qu'est-ce qu'on peut bien dire? Nous aimons le sport. Moi, j'ai toujours dit, si je suis ce que je suis aujourd'hui, il y a quelqu'un qui l'a fait. Quand j'étais à Kin, nous avions un club, Omnisport Diallo. Il y a quelqu'un qui s'est donné corps et âme. Il a fait des dépenses sans pour autant connaître le sport, mais il a fait de bonne foi. Je me suis dit, s'il y a quelqu'un qui a fait pour moi, pourquoi pas moi le faire si j'ai un petit rien. Okay. C'est ce qui me pousse un peu à agir et à aller avec les enfants. Si j'ai un petit rien, je dis bon, prenons ceux qui sont meilleurs. Juste ceux qui sont meilleurs et on les envoie. Bon, peut-être dans l'avenir, le gouvernement pourra nous venir en aide en voyant les résultats que nous donnons. Comment vous faites pour avoir ceux qui sont meilleurs? Parce que jusque-là, à ma connaissance, vous n'avez pas organisé de championnat au niveau provincial. Comment vous arrivez à détecter les meilleurs talents, soit de Kasumbalesa, de Likasi, de Lubumbashi, pour faire une sélection qui va partir représenter la province? Nous demandons à chaque entente de sélectionner, de faire une présélection. Après quelques entraînements, on nous donne les produits. Après ces produits, nous faisons un tournoi triangulaire. Nous appelons les 3 ententes, Likasi, Kasumbalesa et Lubumbashi. On les met ensemble et on fait un tamis. En fin de compte, nous avons les meilleurs. Donc nous disons toujours que la Ligue n'a pas d'athlètes. Ce sont les ententes qui ont les athlètes. Nous demandons aux entraîneurs d'entraîner fortement les athlètes. La Ligue n'entraîne pas les athlètes. Si aujourd'hui nous allons quelque part un 2 jours, en tout cas il ne faut pas condamner la Ligue. Nous allons condamner beaucoup plus les entraîneurs qui entraînent, parce que ce sont eux qui doivent nous donner des bons fruits. Et nous faisons seulement accompagner les athlètes. Donc après le tournoi triangulaire, on fait les tamis et nous avons des athlètes que nous pouvons envoyer. Et je dis, il ne faut pas aller en tourisme. Il faut gagner quelque chose. Non, ne nous amenez pas des athlètes, non, parce que mon athlète n'a jamais voyagé, n'a jamais allé. Non, faisons des choses qui doivent nous honorer. Amenons les athlètes qui doivent nous amener des médailles. C'est ainsi, nous sommes durs sur ce point-là.
Est-ce que vous êtes fier du résultat récolté? Peut-être c'est la dernière question avant que Joël ne puisse poser ces questions. Je prends l'impression de monopoliser la parole, mais est-ce que vous êtes fier jusqu'à-là de résultats récoltés? Parce qu'on parlait du Tagel ici, on parlait de l'Open Pool Malébo. À ces niveaux, vous êtes content de résultats récoltés après ces plusieurs tamis effectués pour envoyer les athlètes vers ces compétitions? Je suis fier parce que tous les athlètes que nous envoyons, chacun rentre avec une médaille. Chacun. Sur ça, je suis vraiment fier. Complètement. Joël. Président, déjà, c'est un véritable honneur de vous avoir dans ce plateau. Ma première question elle est toute simple. Est-ce que vous avez déjà rencontré plusieurs difficultés depuis que vous êtes arrivé là? On ne peut pas dire que tout va bien en ce moment dans la Ligue, mais quelles sont les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées jusqu'à l'heure actuelle? Les difficultés que nous rencontrons sont un problème sur l'ordre financier. En tout cas, sur le plan financier, c'est un grand problème. Et nous demandons à ce que le gouvernement jette aussi un regard sur le sport de compétition. En tout cas, qu'il fasse un effort. Moi, j'ai toujours dit, le karaté, c'est un sport qui est un sport noble. C'est un sport qui éduque sur le plan moral et sur le plan aussi intellectuel. Prenons le cas, nous avions combien de katas au karaté? Il y en a beaucoup. Et s'il faut mémoriser ça, il faut la mémoire. Donc, ça apporte aussi quelque chose sur le plan intellectuel. Mais la plus grande difficulté, je dirais, ce sont les finances. Et en deuxième lieu, j'aimerais savoir où est-ce qu'on en est avec les infrastructures? Parce que vous parlez du fait que le karaté soit un noble art. Où est-ce que ces jeunes s'entraînent? Où est-ce que ces athlètes s'entraînent? Et dans quelles conditions ils s'entraînent? Et qu'est-ce que vous, en tant que président, vous réfléchissiez pour justement essayer d'améliorer les conditions de travail de vos athlètes? Oui, justement, quand on a rencontré le ministre de Sport, le ministre provincial, on a parlé des infrastructures. C'est quelque chose qui est très capital, Nous voulons quand même qu'il y ait quelques salles dans notre province pour permettre aux enfants de s'entraîner dans de bonnes conditions. Donc, s'il n'y a pas des infrastructures, c'est dur. Quand vous voyez sous d'autres cieux, vous voyez des gens qui ont des salles, il y a des salles de musculation, ils ont tout. Et quand vous trouvez devant quelqu'un, il est bien aguerri. Hein? Alors, si on nous permettait d'avoir des infrastructures, en tout cas, nous pouvons faire un bon rendement. Est-ce que vous avez peut-être peur que le karaté puisse perdre sa popularité? C'est-à-dire qu'à une certaine époque, les gens venaient faire du karaté, je pense peut-être dans votre époque, les gens venaient faire du karaté pour la passion, etc. Mais aujourd'hui, on sait que les sports a évolué et il y a beaucoup de conditions qui entrent en jeu pour pratiquer certains sports. Est-ce que vous avez peur que le karaté soit de moins en moins intéressant pour les jeunes? Ok, c'est parmi mes objectifs, je voudrais instaurer un système de combat vedette. Il faudrait que les gens viennent voir les gens dont on parle tellement. On parle d'un tel karatéka qui a voyagé. Et il faudrait maintenant qu'ils fassent des combats vedettes dans des grandes salles et que les gens viennent aussi et ils payent. Alors là, ça va encore donner un peu de tonus au sport. Et parlons des innovations que vous pouvez apporter. Qu'est-ce que vous pensez que ça va encore marquer votre mandat? Et quand vous avez passé, on dit ça, c'est vraiment Monsieur Paul Maillot. Nous allons faire un sport universitaire. Nous allons introduire le karaté dans des écoles, dans des universités. Okay. C'est ça notre objectif là aussi. Et vous avez ça dans le pensée, sur papier, ou bien c'est déjà sur l'État, vous commencez déjà à travailler sur cette question des universités? C'est déjà fait, nous allons commencer, nous irons dans les universités, nous allons parler avec les étudiants et leur dire l'importance du sport, du karaté. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'en République démocratique du Congo, il y a une ligue en particulier qui évolue mieux que les autres? Ou peut-être ça peut être la vôtre? La ligue sur l'étendue de la République? Oui, sur l'étendue de la République, sur d'autres ligues, par exemple à Kinshasa ou à l'est du pays. Bon, sans mâcher des mots, à Kinshasa, les athlètes travaillent. Hein. Okay. Les athlètes travaillent. Ça, je ne peux pas nier.
Et C'est quoi la différence? C'est parce ouais. que c'est la capitale il y a beaucoup de subventions là-bas, on leur donne beaucoup d'argent. C'est la capitale et puis les athlètes sont tout près du gouvernement. Ça dit tout. Oui, Président, moi j'ai une question. On parlait des athlètes ici tout à l'heure, les moyens qui leur permettent de s'entraîner et de devenir grands peut-être, et de nourrir cette ambition, de faire venir aussi les autres vers les karatés. Vous avez parlé de cette vaste campagne de sensibilisation que vous allez mener dans les universités, mais j'aimerais aussi savoir, cette campagne, elle se tiendra aussi dans les écoles. Donc je parle de l'humanité, quoi. Hein, donc descendre aussi là-bas pour parler à ces enfants-là, collaborer avec les écoles, comment vous comptez vous y prendre? C'est la première question. Et puis la deuxième, c'est de savoir, vous êtes président de la Ligue. Est-ce qu'aujourd'hui, honnêtement, sans faire des tournures, aller de gauche à droite, y a-t-il un athlète ici au Katanga qui mérite de briller au niveau national? Oui. Nous avons besoin d'introduire le karaté dans les écoles. Nous aurons besoin de contacter tous les promoteurs. Nous allons contacter les promoteurs et leur dire l'importance du sport. Parce que dans des écoles, on va trouver quand même des salles. Hein? Ça, c'est une chose. Et cela nous permettra aussi de créer des clubs à partir de ces écoles. En ce qui concerne d'un athlète qui est capable de représenter valablement le Haut-Katanga dans les compétitions internationales, il y en a. Il y a Kon qui est parti dernièrement au Cameroun. Ouais. Il suffit qu'il soit beaucoup plus encore encadré, il pourra produire beaucoup de choses. Et en parlant des encadreurs, moi c'est une des questions avant de venir ici auxquelles je pensais fortement. Est-ce que les encadreurs qu'on a ici au Katanga ont le niveau? Ou c'est simplement parce qu'il a été peut-être ancien karatéka et il devient automatiquement encadreur? Est-ce que le niveau aujourd'hui des encadreurs est correct pour l'évolution du karaté ici? C'est pourquoi j'ai parlé des séminaires. Ok. Ouais. Et Monsieur Roger, est-ce que vous pouvez nous parler de votre rencontre avec les karatés? On est resté beaucoup plus dans votre mandat, dans ce que vous allez faire. Maintenant, parlez-nous de vous en tant que karatéka. C'est quand même une occasion de savoir des anecdotes sur ce que vous avez fait dans le karatéka. Oui. En tout cas, j'ai commencé le sport en 1974. Oh. Ah, c'est une belle histoire avec le sport. Honnêtement. Oui. En 1973, j'ai commencé le sport. J'ai évolué, je suis allé à Kananga. Kananga, je suis allé à Kinshasa. Et à Kinshasa, j'ai eu la chance d'être entraîné par un tout grand maître, M. Bavouantine Dekator. C'est lui qui a introduit les arts martiaux à cette époque-là au Zaïre, au Congo, M. Bavou. J'ai eu à le contacter, j'ai eu à vivre avec lui et il m'a entraîné, il m'a enseigné beaucoup de choses. Et en 1983, je suis passé 4e dan en Shotokan. Et il y a 2 ans, je suis passé 6e dan en Jiu-Jitsu. Je suis 4e dan, mais depuis que j'ai eu mon 4e dan, je n'ai plus voulu en avoir beaucoup plus. Mais ce qui est essentiel est que j'ai la forme, je m'entraîne, j'ai mon maï guéri, mon yoko guéri, mon washi guéri. Bien sûr. On vous a vu dans quelques scènes de séances d'entraînement, vous entraînez. J'aimerais savoir personnellement, quel est le combat que vous regrettez le plus, vous étant athlète? Et expliquez-nous un peu comment ça s'était passé personnellement. On a envie de savoir. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous perdez sur les tatamis? Parce que nous, on n'est pas... On peut analyser ces combats. Tout à fait. On peut les analyser, mais on ne ressent pas les émotions tout de suite. Je ne sais pas vous dire ce que je sens quand qu'un athlète perd. Moi, personnellement, je n'ai jamais perdu un combat. C'est ça. C'est difficile que je me mette dans la porte. C'est victoire en victoire. Oui. Oh. Combien de victoires déjà? Je ne sais pas le compter. Non, c'est beaucoup. Et sur la descendance, est-ce que vous aimeriez peut-être qu'un membre de votre famille, quelqu'un proche de vous, hérite peut-être du talent que vous aviez eu? J'ai un petit-fils qui a du talent. Mais je ne sais pas, il est dans beaucoup de sports, il fait le cyclisme, il fait la natation, il fait le karaté. Alors j'ai demandé, bon, il faut que tu choisisses oui, tu choisis un sport.
Parce que si tu embrasses tout, c'est difficile. On dit qui trop embrasse, mal étreint. Donc il faut que tu choisisses un sport. Bon, je les laisse libres, hein? Je ne peux pas l'imposer, dire non, tu fais le karaté, non. Il est libre. Voilà, monsieur Roger, merci vraiment pour ces réponses. Je crois qu'on a gaspillé nos 30 minutes de focus sur cette question de la redynamisation de la Ligue des karatés du Haut-Katanga. Et j'avais une question, est-ce qu'aujourd'hui, les sports dans le karaté, c'est démembré aussi aujourd'hui? Là-bas, il n'y a pas. Ok. Là-bas, il n'y a pas, c'est déjà une province. Ouais. Donc, nous, c'est le Haut-Katanga, la Ligue du Haut-Katanga. Et voilà, c'est donc la fin de cette émission de la team JMJ. On dit merci à l'équipe Jean Choi, Joël Banewa et à l'équipe technique. On va se retrouver les samedis prochains pour un autre numéro de votre émission. Bonjour, c'est Maman, citoyen de la République très démocratique du Gondwana, président du Parlement du Rieur. Je suis aujourd'hui à Lubumbashi dans l'émission La Team JMJ. C'est tous les samedis. Première diffusion midi. Après, vous pouvez voir, il y a des podcasts. S'il n'y a pas de podcast, il faut qu'ils créent des podcasts.